Bonjour, travaillons aujourd'hui sur la relation qu'il existe entre la concentration effective des ions présents dans une solution et la concentration en soluté apportée. Donc voici les différents items sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Nous étudierons le cas de la solution non saturée. La solution saturée sera vue dans une autre vidéo. Donc, pour aborder tout ceci, vous devez avoir quelques prérequis. Donc, savoir écrire la formule statistique d'un composé ionique, mais également la formule de ce composé ionique lorsqu'il est en solution, une vidéo qui traite le sujet au cas où. Vous devez savoir écrire l'équation d'une dissolution d'un composé ionique, idem, un lien vidéo avec donc le cas de la dissolution totale qui est traité au moment écrit en vert. Vous avez également savoir utiliser la relation qui permet de calculer la concentration d'un soluté à partir de sa quantité de matière et du volume de la solution préparée, et la relation qui lie une quantité de matière, la masse et la masse molaire. Si tout ceci est acquis, vous pouvez continuer. Alors, étudions donc, essayons de trouver le lien qui existe entre la concentration en soluté écrite sur un flacon et la concentration des ions effectivement présents dans une solution. J'ai ici une solution aqueuse de sulfate d'ammonium, donc qu'est-ce qu'il y a dans mon flacon? C'est une solution aqueuse, je m'attends à trouver beaucoup de molécules d'eau, vu que c'est le solvant. Il y aura aussi des ions sulfate et des ions ammonium. Étant donné les charges de ces deux ions, je sais que dans mon flacon, il y aura, pour que la solution soit électriquement neutre, il y aura 2 fois plus d'ions ammonium que d'ions sulfate. Donc voilà tout ce que je peux savoir. Je sais aussi d'ailleurs que cette solution a été préparée par dissolution. Alors pour la préparer, j'ai utilisé du sulfate d'ammonium solide que j'ai dissous ensuite dans de l'eau. Donc l'eau, je ne le fais pas intervenir car ce n'est pas un réactif, il est juste là pour séparer, disloquer le solide et libérer les deux ions qui formaient le solide, à savoir les ions ammonium et les ions sulfate. Le AQ signifie que chacun de ces deux ions est désormais solvaté, c'est-à-dire entouré de molécules d'eau. Donc ici, je rajoute le coefficient stoichiométrique 2 pour indiquer qu'il y aura bien 2 fois plus d'ions ammonium que d'ions sulfate. Et d'ailleurs, le petit 2 qui est ici provient du petit 2 qui était mis en indice dans l'écriture statistique du composé solide. Ce composé solide peut d'ailleurs être affublé du coefficient 1, comme ici pour l'ion sulfate. On n'est pas obligé de mettre les 1, je les fais figurer ici car j'en aurai besoin par la suite. Le sulfate d'ammonium, c'est bien le soluté, c'est ce qui a été dissous, d'accord, sous forme solide. Si j'étudie encore mon flacon, je vois apparaître la concentration de 0,25 mol par litre. Cette concentration, on l'appellera plus précisément par la suite la concentration en soluté à apporter. Effectivement, cette concentration a été trouvée en faisant le calcul suivant, en prenant la quantité de soluté, c'est-à-dire de sulfate d'ammonium solide que l'on a dissous, divisé par le volume de la solution. Donc cette concentration ici fait bien référence à un solide qui en fait n'existe plus en tant que tel dans ma solution vu qu'il a été disloqué et a libéré les deux ions ammonium et sulfate. Donc ce qu'il faut bien voir dans un premier temps, c'est que sur le flacon est indiquée une concentration de quelque chose en fait qui n'est plus présent puisqu'il a été dissous. D'accord? Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est en fait la concentration de ce qui est effectivement présent, c'est-à-dire la concentration des ions ammonium et des ions sulfate. Donc voilà, donc là, l'objet de ce qui va suivre, ça va être de voir comment je fais pour trouver la concentration des ions sulfate et des ions ammonium, sachant que sur le flacon est notée la concentration du soluté apporté. Donc comment on passe de cette concentration à celle des ions présents dans la solution. Alors, pour ceci, je vais m'aider des coefficients stoichiométriques. Je vois que à chaque fois que un sulfate d'ammonium est disloqué, il va libérer deux ions ammonium. 2 fois plus d'ions ammonium seront libérés que de solutés disloqués. Donc, je peux du coup en déduire que la concentration des ions ammonium sera égale à 2 fois la concentration en soluté apportée. Il y en aura 2 fois plus, ce qui me fait donc 0,50 mol par litre. Pour les ions sulfate,
un soluté, enfin une mole de soluté, pardon, va fournir une mole d'ion sulfate. Donc je m'attends à ce que la concentration des ions sulfates soit égale à la concentration en soluté apportée, autrement dit 0,25 mol par litre. Donc c'est ça qu'il faut voir, il faut bien comprendre que la concentration qui est notée sur un flacon n'est pas forcément égale à la concentration de l'ion qui va m'intéresser dans la solution. Si je m'intéresse à l'ion sulfate, effectivement, la concentration notée sur le flacon sera également égale à la concentration de l'ion sulfate qui m'intéresse. Mais si je m'intéresse plus particulièrement à l'ion ammonium, je ne peux pas partir bille en tête en me disant que la concentration de l'ion ammonium, c'est justement 0,25 mol par litre. On voit ici que c'est non pas 0,25 mais 0,50 puisque l'ion ammonium est affublé du coefficient stoichiométrique 2. Donc voilà, premier point à bien comprendre, la concentration notée sur un flacon est la concentration en soluté apportée et n'est pas forcément la concentration des ions présents dans la solution. Il faut pouvoir retrouver la concentration des ions présents dans la solution à partir de la concentration en soluté apportée. Donc après, on pourrait se dire, oh là là, mais à quoi bon? Pourquoi pourquoi ne pas écrire directement sur le flacon les deux concentrations ici? Ça ferait un petit peu long quand même, hein, écrire solution aqueuse comprenant des ions sulfate à la concentration de 0,25 mol par litre et des ions ammonium à une concentration de 0,50 mol par litre. C'est beaucoup plus rapide d'écrire simplement la concentration en soluté et puis d'apprendre comment on peut retrouver la concentration des ions. Ça va quand même relativement vite, c'est pas très compliqué. Bon, en tous les cas, c'est comme ça qu'on va faire. Pour voir si tout ceci est compris, je vous ai préparé 3 exercices d'application directe. Voici l'exercice numéro 1. Quelles sont les concentrations des ions présentes dans le flacon 6 contre, qui est une solution aqueuse de chlorure de cuivre? Vous avez comme information la formule statistique du chlorure de cuivre. Cette solution est à 0,10 mol par litre. Donc pour répondre à la question, je vous aide quand même, je vous donne la méthode. Donc vous lisez la méthode, vous répondez point par point à tout ce qui est ici écrit et vous devriez aboutir au résultat sans problème. Donc je vous laisse réfléchir, vous faites pause et vous reprenez la vidéo quand vous aurez une solution à proposer. Alors, on me dit dans un premier temps de repérer la concentration en soluté, qui est souvent notée sur le flacon, ou alors dans un énoncé facile 0,10 mol par litre. Ensuite, on me dit d'écrire l'équation de dissolution. Donc si je ne sais pas faire, je vous rappelle, il y a une vidéo qui traite le sujet. Donc la concentration de la dissolution est la suivante. Le soluté, le chlorure de cuivre solide, se dissocie en présence d'eau en libérant les ions cuivre et 2 ions chlorure. Ensuite, on me dit de bien mettre en évidence ces coefficients stoichiométriques. Donc voici, je mets 1 quand il n'y a rien. Et ensuite, je vais pouvoir trouver la concentration des ions en liant l'équation et la concentration en soluté. Donc je vois dans un premier temps que les ions cuivre, il y a 1 mol d'ion cuivre libéré lorsque 1 mol de soluté est disloquée. Ce qui me donne donc que la concentration des ions cuivre est égale à 1 fois la concentration en soluté, autrement dit 0,10 mol par litre. En revanche, pour 1 mol de CuCl2 dissous, j'ai 2 mol d'ion chlorure libéré, ce qui me fait donc que la concentration en ion chlorure serait égale à 2 fois la concentration en soluté apportée, autrement dit 0,20 mol par litre. Passons à l'exercice d'application numéro 2. Je vous laisse lire l'énoncé, je vous rappelle la méthode. Vous y réfléchissez, vous faites pause pendant votre réflexion et vous reprenez la vidéo après. Alors, il faut d'abord trouver la concentration en soluté, elle ne m'est pas donnée directement, donc je vais devoir la calculer grâce à la formule qui est là. Pour ce faire, il faut connaître la quantité de matière en soluté apportée. Elle n'est toujours pas donnée, mais j'ai la masse et la masse molaire. Je sais que la quantité en soluté apportée sera égale à la masse de soluté dissous divisée par la masse molaire de ce même soluté, ce qui aboutit à 2 mol pour la quantité de matière en soluté. Je peux donc calculer la concentration en soluté apportée. Je n'oublie pas de mettre le volume en litres, et je trouve 4 10-2 mol par litre.
Le point 1 est fait. Je passe au point 2, écrire l'équation de dissolution. Donc la voici, il va se former 2 fois plus d'ion hydroxyde, libérer 2 fois plus d'ion hydroxyde que d'ion cuivre. Je mets bien point 3 les coefficients stoichiométriques en évidence et je passe au dernier point. Je trouve la concentration effective des ions. Donc la concentration des ions cuivre qui sera égale à celle de la concentration en soluté apportée, puisque 1 mol va libérer 1 mol d'ion cuivre, donc 4-10-2 mol par litre. En revanche, 1 mol de soluté dissous va libérer 2 mol d'ion hydroxyde, donc la concentration des ions hydroxydes sera 2 fois plus importante que la concentration en soluté apportée. Autrement dit, ce sera 8-10-2 mol par litre. Exercice numéro 3 maintenant, donc je vous laisse lire. Vous avez dans les données plusieurs masses molaires ici, et puis je vous ai rappelé la formule statistique du permanganate de potassium. Attention, il y a un piège, ne tombez pas dedans. Je vous laisse réfléchir, à tout de suite. Allez, il faut repérer la concentration en soluté apportée, 11,9 mg par litre, c'est bien. Ensuite, j'écris l'équation de la dissolution, et la voici. Tous les coefficients stoichiométriques sont de 1, donc tout va bien. Pas trop de difficultés jusque-là. Maintenant, je vais pouvoir calculer la concentration des ions. Donc, 1 mol de soluté libère 1 mol d'ion K+, et aussi 1 mol d'ion permanganate. Donc, je peux dire que la concentration des ions K+ sera égale à 1 fois la concentration en soluté apportée, et pareil pour les ions permanganate. Il n'a pas l'air d'y avoir trop de difficultés, pourtant si, parce que justement, quand on lit l'équation bilan, on la lit bien en mol. 1 mol va libérer 1 mol de K+, et 1 mol de MnO4-. On ne la lit pas en grammes. On ne lit pas 1 gramme de soluté libère 1 gramme de K+, et 1 gramme de MnO4-. Autrement dit, quand je parle ici des concentrations en soluté apportée, il est absolument nécessaire que ces concentrations soient données en mol par litre. Or ici, dans l'énoncé, elle m'est donnée en grammes par litre, en milligrammes par litre. Donc avant de poursuivre, il faut d'abord changer d'unité et passer en mol par litre. Donc pour ce faire, je divise par la masse molaire, donc ici du permanganate de potassium, puisqu'il s'agit du soluté. Donc en divisant par 158, voilà la concentration en mol par litre que je trouve. Je peux donc maintenant continuer et dire que la concentration en K+ sera de 7,53 10-5 mol par litre et la concentration en MnO4- dans ma solution sera aussi de 7,53 10-5 mol par litre. Elles seront ici à la même concentration. Juste un petit peu plus, c'était pas demandé. Si maintenant je voulais calculer la concentration en grammes par litre de chacun de ces deux ions, il faudrait donc changer d'unité. Donc pour ce faire, je multiplie cette fois-ci par la masse molaire pour passer en grammes par litre. Donc là, il s'agit du K+, donc je multiplie par la masse molaire relative au K+, 39,1, ce qui m'aboutit à ce résultat-là. Et pour l'autre, je multiplie par 118,9, ce qui me donne le résultat ici. Donc les concentrations en mol par litre sont bien identiques. En revanche, en grammes par litre, elles sont différentes puisque les masses molaires sont différentes. Et bien voilà, donc là je vous ai fait une fiche bilan avec les différentes formules, comment on passe des concentrations en grammes par litre en mol par litre et vice-versa. Et puis ici la méthode en précisant bien que les concentrations à chaque fois doivent bien être en mol par litre et non pas en grammes par litre. Voilà, je vous laisse méditer tout ceci et faire vos exercices de cours. La vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois. Pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire, refaire. À bientôt.